Je me heurte toujours à plusieurs difficultés en tant que jeune fille. Il faut comprendre que les contextes de chez nous touchent tout le monde, mais aux filles, ça touche encore plus beaucoup. Ça touche doublement, je peux dire. À part, euh, à part l'insécurité, tout ce que nous savons, tu trouveras toujours quelque part où on te montrera ta place, où on te rappellera toujours ce que tu es. Donc, ce n'est pas facile. Mais moi, je pense qu'on ne devrait pas s'appuyer à ça. Le monde est patriarcal, mais il y a aussi d'autres hommes qui poussent les femmes de l'avant. Donc, et il y a aussi les hommes qui ne mettent pas en avance les genres. Euh, Tu es juriste, je vais dire, de formation, Oui. défenseuse de l'éducation des enfants, Mhm. euh, fondatrice de Wanna Find Your Way. S'il faut te présenter, c'est quoi cette présentation que tu peux faire à un enfant pour qu'il comprenne ce que tu fais exactement? Oui. Je dirais que je suis Vanessa Kilanji. Je suis juriste de formation, comme vous venez de le dire. Je suis aussi chercheur en développement, en financement de développement. Mais aussi, comme vous venez de dire, j'ai initié Wanna Find Your Way. Et voilà, je suis activiste engagée des droits des enfants depuis il y a longtemps maintenant. Et j'ai choisi de me focaliser sur l'éducation. Donc, je suis euh, une défenseuse des droits à l'éducation pour les enfants. Peux-tu nous raconter, je sais pas, nous parler de ces moments-là où euh, tu as décidé de faire l'éducation des enfants un combat pour toi? L'éducation des enfants, mon activisme pour ça remonte des très longtemps en tout cas. Il m'est arrivé de vivre dans un camp de réfugiés. À un certain moment, j'ai été contrainte en tout cas de vivre là-bas. Et c'est là où j'ai remarqué et j'ai vu comment est-ce que la misère se vit pour les enfants. Euh, dans les camps des réfugiés, je voyais les enfants manquer des besoins nécessaires, des petits besoins, le savon, du sucre, du sel, de l'eau. Et ce sont des choses que je ne pouvais jamais penser pour moi. J'étais au début de mon adolescence, donc j'étais encore en train de bénéficier des privilèges de parents jusqu'à ce que je sois dans cette même situation. Et j'étais dans une mauvaise situation, mais j'ai vu d'autres enfants encore plus euh, dans dans de plus pires situations de manque. Et par-dessus tout ça, j'ai vu que certains enfants développaient des maladies, soit cutanées, soit des maladies euh, un peu, un peu, un peu difficiles à vivre pour les enfants. Mais à part ça aussi, j'ai vu que l'éducation était très banalisée dans les camps des réfugiés. Certains enfants n'avaient même pas le goût d'aller à l'école. Tu ne peux pas dormir ventre affamé et puis te réveiller et aller à l'école. C'était une chose en tout cas de banal. Aller à l'école, ça ne signifiait rien pour certaines familles, mais beaucoup plus pour certains enfants.
Alors, en voyant tout ça, c'était comme une école. Je venais d'apprendre qu'il y a cette partie aussi de la vie. En revenant à Goma, je, je n'étais plus la même. Bon, ce n'était pas bon, une forme de traumatisme, mais positive, je peux dire. Euh, ça m'a suscité beaucoup de questions. Je me demandais comment est-ce que je peux aider ces enfants-là. Bon, il y a une chose qui me venait toujours, me disait, bon, moi je suis à Goma, c'est camp des réfugiés, bon, je ne sais pas comment les atteindre. Mais c'est là où je trouvais une idée de notre milieu, de Goma, un lieu qui ne fait pas fuir ses enfants, mais qui les rassemble autour de Goma. Et c'est après que je me disais que, bon, voilà, je peux faire des actions, aider par exemple les enfants et aller dans les activités caritatives. Mais je me disais que ce n'est pas au fait ça, ce n'est pas tout. Euh, En fait, cette histoire a fait que je sois un peu réticente, que je sois, que les plaisirs de l'adolescence ne puissent pas vraiment m'attirer, que je puisse être comme si je me mets à part. Et s'il s'agissait d'aller dans des fêtes, des jeunes, d'aller on les appelait des booms, des pool parties, ou bien je me disais, non, en fait, c'était un peu comme si je me privais de ces droits-là en ayant déjà vu d'autres Congolais en train de souffrir comme ça. Et c'est après que j'ai commencé à fréquenter les personnes un peu plus âgées que moi. Je fréquentais des sœurs et des frères euh, qui étudiaient déjà les droits à l'université, qui étudiaient. Donc, je discutais très souvent avec une sœur qui étudiait le droit à l'ILPGL. Et on discutait en tout cas très longuement de petits sujets. Et à un moment, un jour, elle m'a dit, mais Vanessa, je trouve que ça peut bien t'aller d'aller au Parlement d'enfants, là où tu peux, comme tu es passionné par les enfants et leurs droits, voilà, tu peux commencer par le Parlement d'enfants avant que tu ne fasses les droits, par exemple, parce que je vois que ça bouillonne en toi. Et elle est partie, elle m'a pris, je suis partie avec elle, comme si elle allait m'inscrire à une école. Mm. Alors, j'étais partie là-bas. Je suis venue à un moment où les honorables parlementaires n'étaient pas trop disponibles au bureau. Et ça faisait qu'on me disait à chaque fois, tu vas attendre que le congé parlementaire puisse finir. Et voilà, tu verras les autres honorables. Mais on m'a dit, si tu veux, tu peux venir passer du temps ici. Bon, j'ai parté et c'était encore des grands que j'ai rencontrés toujours. On me disait, fais ceci, c'est là, tu peux imprimer, tu peux photocopier ça, tu peux écrire ici, des petites choses. Et j'ai continué dans ce rythme-là et ça me donnait à apprendre encore plus. Et après, quand les honorables sont venus, j'ai continué avec eux. J'ai évolué dans une commission des droits, paix et protection de l'enfance. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre des autres, beaucoup plus des autres honorables qui étaient la plupart des enfants aussi, qui étudiaient dans la même école que moi et dans les écoles environnantes et tout. J'ai commencé à apprendre. Je n'occupais pas un poste d'autorité en ce moment-là. Et on pouvait faire des rapports après réunion. Et j'étais un peu comme une personne euh, qui secondait la chef qui était là. Et voilà, c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à ce que, à un moment,
qu'on commence à mener des plaidoyers, qu'on commence à faire des discours. Je me rappelle, j'avais fait un discours qui était un discours du président du Parlement d'enfants. Alors, il s'est trouvé qu'il était dans une autre activité. Et puis, en cherchant, on a cherché un enfant qui devrait le faire. J'étais nouvelle, mais on m'a confié cette tâche-là. On m'a dit, tu vas faire le discours du président. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas ancienne d'abord. Et puis, je n'ai jamais été devant les gens. On a dit non, Vanessa, tu as la capacité, tu peux le faire. Alors, c'est comme ça que j'ai pris le discours en tremblant. Mais quand même, quand il a s'agi de le présenter, je suis montée sur scène et j'ai dit le discours parce que j'étais en train de le répéter et ça a fait que ça puisse me faciliter. Et c'est comme ça. Quand je suis descendue de là, je me suis dit non, je l'ai fait. Et qu'est-ce qui m'empêche à aller de l'avant? J'ai parlé pour les enfants, donc pour cette journée spécialement pour les enfants africains. J'ai toujours voulu parler pour les enfants que j'ai vus en train de souffrir. Souvent, même les autorités qui sont ici chez nous ne savent pas quelle est la souffrance de ces autres Congolais qui sont dans les camps de réfugiés. Et voilà, je voulais montrer tout haut qu'il y a quand même les enfants qui souffrent. Et je me disais, bon, c'est le président qui fait toujours les discours, c'est le président qui fait toujours des plaidoyers, il est toujours là à les apporter. Alors j'ai tenté de postuler. Je me disais, bon, si je suis présidente, voilà, je pourrais bien mener le plaidoyer qu'il faut. À un moment, j'ai postulé, je suis passée et ça m'a fait trois ans de mandat. Et c'est parti de là, depuis 2015 que je suis dans ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai appris beaucoup des champs de droits de l'enfant. Et au fur et à mesure, j'ai exploité le droit à l'éducation qui s'avère pas le plus important, non, mais le plus basique pour tout ce que j'ai déjà vu dans notre pays. Je pense que l'éducation, c'est ce qui ferait, en tout cas, qui donnerait l'éducation, la solution aux multiples problèmes que nous avons. Hmm. Oui. Et comment tu t'es retrouvée dans les camps à cette époque-là, à cet âge? À cet âge, je m'étais retrouvée parce que, bon, voilà, les choses ont basculé un peu ici. Et le parent a choisi que nous puissions partir dans les camps. Bon, avec toutes les opportunités de pouvoir aller en Europe ou bien... Oui, donc c'était une occasion à ne pas rater. Alors, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là-bas. Mais on n'a pas aussi traîné et tout. Vite, vite, là, on s'est ressaisi. On devait rentrer. Et wow, nous vivons dans une société comme tu as su les vivre, où les choses ne sont pas sur une ligne droite, Ouais. où ça change tous les jours et tout. Mhm. Et les enfants n'ont pas cette opportunité de, des fois, commencer l'année et finir cette année. Ouais. Qui fait à ce que l'éducation des enfants souffre un peu. Et ça, on voit que les enfants, c'est l'avenir Oui, de demain. bien sûr. C'est quoi les liens que tu mets entre l'enfant qui étudie aujourd'hui et la société beaucoup plus stable de demain? Oui. Si, au moins, d'ailleurs, les études, c'est pas fluide actuellement dans certains villages et tout. Le lien que je mets de l'éducation avec ce que nous vivons, il est à un moment, j'ai
J'ai circulé dans les camps de déplacés, ici à Goma même. Et je voyais certains enfants, bon, qui n'allaient pas aussi à l'école, ceux qui allaient dans les écoles temporaires des camps n'étaient pas très nombreux aussi. Mais ceux qui allaient aussi disaient que, bon, voilà, souvent on est très nombreux. J'ai décidé de ne plus y aller parce que quand j'entre dans l'école, souvent je viens en retard et je m'assois derrière, là, très derrière, je n'entends même pas l'enseignant. Mais à un moment, quand bon, j'étais partie distribuer la bouillie avec les autres, euh, il y a un discours que les enfants tenaient qui me faisait peur. Il y a un discours qui disait, les enfants qui parlent des tribus, et à un niveau où tu te dis non. Comment ça? Comment les enfants peuvent développer ce genre de pensée. Mais j'ai compris aussi que les enfants rencontrent les informations que nous avons, que les parents ont, et ils sont éduqués, ils sont orientés comme ça. Et voilà. Ils disaient quoi, les enfants? Juste incroyable. Les enfants disaient que, voilà. Bon, il est arrivé un moment, le jour-là, on a entendu des coups de balle. Et les enfants même qui étaient sur la ligne ont jeté leurs gobelets. Ils sont juste partis. Parce qu'ils ont entendu que quelqu'un disait la personne de telle tribu est là. La personne de telle tribu est là. Et les enfants jetaient leurs gobelets et vite, ils ont disparu. Parce que nous, on se disait, bon, la bouillie, ça vient soulager et tout. Mais quand on laisse même la nourriture qu'on doit prendre, c'est très grave. C'est très grave parce qu'il y a une peur et un traumatisme qui s'est renforcé dans les enfants et qui fait qu'ils réagissent comme ça. Et la plupart de ces enfants-là étaient les enfants qui ne vont pas à l'école, ils ont abandonné l'école, ou bien même dans les lieux de provenance, ils ne partaient pas à l'école. Si on devrait faire les liens entre cette situation-là et ce que nous vivons aujourd'hui, je dirais que c'est le cycle de violence qui en découle. Le cycle de violence que les enfants apprennent d'une certaine façon et après, ils viennent aussi pratiquer d'une certaine façon. Et moi, je pense que l'éducation vient jouer un grand rôle là-bas. Et parlant de l'éducation, je ne parle pas seulement de l'éducation des bancs de l'école, non. Je parle de l'éducation encore plus continue, dans le sens où les enfants ne s'arrêtent pas à apprendre à l'école, mais ils apprennent, bon, si on devrait ajouter ça à l'école par exemple, ils apprennent aussi l'éducation civique, ils apprennent aussi la citoyenneté, ils apprennent aussi même la bienveillance si on veut, ou même la cohabitation pacifique et la résolution des conflits. C'est de cette éducation-là dont je parle. Donc, il y a plusieurs situations qui peuvent faire les liens, les ponts entre les enfants et la situation que nous vivons aujourd'hui. Et la société stable de demain, qu'en est-il? Oui, voilà. La société stable de demain dépend de comment est-ce que nous décidons aujourd'hui de fermer ce cycle de violence. Pourquoi? Parce que ces enfants-là qui sont en train d'être sacrifiés, d'apprendre d'une façon là très aiguë sur la situation d'abord de notre pays, sur le contexte, mais aussi sur la façon dont ils doivent vivre dans la société, ne va pas nous permettre
des biens, vivre dans demain. La société de demain ne sera pas bonne si aujourd'hui, on n'essaie pas de recadrer. Bon, je ne dis pas qu'on devrait recadrer les adultes ou bien les personnes que l'on pense qui ne sont pas vraiment droits. Bon, ça peut être vraiment un travail très difficile à juste y penser. Mais nous avons encore l'opportunité avec les enfants. Nous pouvons les faire, nous pouvons bien orienter les enfants aujourd'hui. À ton avis, quelles peuvent être les conséquences d'une génération privée d'une bonne éducation d'ici 10, 20 ans sur le pays? Oui. Les conséquences peuvent être multiples en tout cas. Je ne parlerai pas d'une génération que je ne connais pas. Je parlerai plutôt de l'avenir de la RDC si on banalise l'éducation aujourd'hui. Il m'est arrivé à rencontrer des enfants à Kichanga. À ces enfants-là, c'était juste une rencontre temporaire au lieu de travail là où j'étais. Et ces enfants-là, on a commencé à parler. Ces enfants, je les avais posé une question. Vous êtes dans quelle classe, par exemple? Il y a un qui m'a dit, je suis en 5e primaire. D'autres en 4e primaire. J'étais intéressée de faire un petit jeu avec eux. De poser des questions. J'ai demandé qui peut me conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. Ils se sont vraiment battus pour répondre. Ok, j'ai dit toi, parle-moi. Sa réponse a été vraiment une très grande déception. Parce qu'il a commencé à parler d'autre chose que le verbe être, ou même le verbe avoir, ou autre chose comme verbe. Il a commencé à dire en tâtonnant. Donc, juste un mot qui lui est venu dans sa tête. Alors, j'ai fait passer cela. Je me disais, non, on n'est pas obligé de connaître le français, peut-être. Après, j'ai demandé, OK, aidez-moi à chanter l'hymne national. On chante ensemble et puis on va voir. C'était aussi une très grande déception parce que je me disais, si on ne sait pas conjuguer le verbe être au présent, bon, ce n'est pas aussi le standard pour une bonne éducation. Mais il y a certaines choses que, bon, voilà, on peut s'appuyer dessus pour évaluer peut-être un enfant et tout. Ce que j'ai compris est que les enfants vont à l'école, oui, mais ne rentrent forcément pas avec quelque chose. C'est ce que j'ai compris. Et je me disais, OK, ici, c'est dans la cité, au centre de la cité. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus loin? OK. Et je voyais toujours, partout là où je pouvais arriver, je pose des questions comme ça aux enfants et j'essayais d'évaluer. Et c'est toujours dans des coins reculés où ces enfants-là n'ont pas quand même le niveau. Ils étudient quand même, mais ils n'ont pas... on risquerait bien d'avoir peur de se dire les enfants n'étudient pas. Et j'ai essayé de répondre à cette question que vous venez de me poser. L'avenir de la RDC, quel serait l'avenir de la RDC avec une génération sans éducation? Je dirais que l'avenir est vraiment à plaindre si on ne mise pas vraiment sur l'éducation aujourd'hui. Si on banalise l'éducation sur l'ensemble du pays, on risque vraiment d'aller peut-être de conflit en conflit, de guerre en guerre. Pourquoi j'ai dit guerre? C'est
parce que c'est ce que j'ai analysé, à étudier. Et voilà. Donc, je travaillais sur mon mémoire, c'était sur l'accès de l'éducation aux enfants qui sont dans les zones de conflit. Et à chaque fois que je me posais des questions autour de ça, ça revenait toujours à la même chose. L'éducation. Si on ne capitalise pas l'éducation, si on ne finance pas l'éducation, si on ne tient pas vraiment en compte l'éducation dans notre pays, en tout cas, rien ne pourra marcher. Parce que ces mêmes enfants, s'ils ne sont pas forts à l'école, ils sont forts en quelque chose, soit au quartier, soit, je ne sais pas, et on ne sait pas qui les enseigne au quartier. On peut connaître l'enseignant qui les enseigne à l'école, mais on ne saura jamais qui les enseigne au quartier. C'est ça. Et voilà, moi je pense qu'on devrait tenir compte de ça pour l'avenir du pays, sur l'ensemble du pays. Et là, je parle de l'éducation des enfants, mais l'éducation est vraiment vaste. Et moi, j'aime toutes les parties de l'éducation. Mais je pense qu'on devrait plus miser sur les enfants parce que c'est l'avenir, en fait. Alors, Vanessa, quand tu regardes les systèmes éducatifs actuels du Congo, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Quand je regarde le système éducatif aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est la façon dont on prend l'éducation, que ce soit au niveau, notre niveau, nous les parents, ou que ce soit au niveau des autorités. Là, je parle de l'éducation pour les enfants. Et qui peut entraîner l'éducation même d'après. La façon dont je vois cette éducation-là est en train de régresser petit à petit. J'étais alarmée quand les grèves des enseignants devenaient plus répétitives. J'avais eu peur parce que je me disais, OK, si le problème, c'est l'argent, OK, si on me paye bien, si je mets sur le niveau de l'enseignant, si on me paye bien, je vais bien enseigner. Si on ne me paye pas bien, donc je vais faire ce que je veux. Voilà. Quand je voyais les grèves répétitives, c'était vraiment... Pour moi, j'ai commencé à voir, bon, même si on apporte une solution après, rien n'ira comme normal après. Et voilà, le système éducatif en RDC est bon et comme réputé en Afrique, on dit toujours que le système éducatif de la RDC est vraiment robuste. Mais avec le temps, je pense qu'on s'est enfermé dans cette illusion-là et on fait juste avec ce qu'il y a. La routine. Il faut comprendre que l'éducation, c'est un domaine qui évolue. Ça évolue. Chaque jour, ça évolue. Que ça soit avec l'intelligence artificielle qui est là aujourd'hui. L'éducation évolue avec. Que ça soit... Donc, je pense que ça évolue. On ne devrait pas rester statique sur la question de l'éducation. Alors, le programme que nous avons souvent au niveau national est souvent statique. Le programme est souvent le même. On ne sait pas distinguer... il y a souvent nos enseignants, je pense que c'est le même cas pour toi. On voit souvent les enseignants avoir des papiers très anciens là qu'ils utilisent pour donner la leçon. Et tu vois, c'est la leçon qui est bien positionnée, mais en fait, la matière même peut-être a évolué. Aujourd'hui, on n'est plus sur le même niveau qu'avant. Et ça craint. Ça donne vraiment à craindre. Par exemple, dans le village où je suis passée, si on était en train de tenir compte de ces systèmes éducatifs-là, on devrait déjà trouver solution pour ces enfants-là. Et l'enfant du village ne serait pas très, très loin de l'enfant qui est en ville.
Parce que je me dis, voilà, là où j'étais, c'est à Kichanga. Kichanga n'est même pas loin des Goma, comme on peut le croire. Mais l'enfant de Kichanga est très, très différent. Tu vas voir que l'enfant de Kichanga, de l'école primaire, est très différent de l'enfant d'ici, de l'école primaire. Donc, c'est vraiment un souci. Je pense que le système éducatif devrait faire de l'éducation accessible à tous les enfants. À tous les enfants. Pourquoi? Parce que tout ce qui ne va pas aujourd'hui, ça a un lien avec l'éducation. Soit raté, soit manqué, soit une personne n'a pas bien appris. Et donc, je pense qu'on devrait vraiment faire de l'éducation la priorité de l'État. C'est très important. En tout cas, c'est très important. Si on parle de ça pour les écoles qui sont purement étatiques, si on va aussi dans les écoles privées, il y a aussi un problème parce que j'ai constaté pour certaines écoles, pour certaines, pas pour toutes les écoles privées, pour certaines, tu vas voir que les parents payent vraiment comme il faut. Donc, avec les frais là, assez remarquables. Et jusqu'à l'enseignant peut avoir peur de donner des cotes comme il veut. Je me dis toujours ça parce que quand tu entends, quand l'enseignant lui-même entend ce que les parents payent à l'école, il peut se dire non. Ça, donc, tu vois, bon, ce sont les enseignants. Souvent, j'ai parlé avec certains enseignants. Et c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas. L'enfant qui paye autour de 900 $ par an, par exemple, c'est un peu difficile qu'il puisse échouer. Et j'ai fait même le constat avec certains enfants qui étaient dans une école conventionnée. Et quand là, ils échouaient, bon, l'enfant échouait, il trouvait des 50% et tout. Après, on l'a changé d'école, on l'a mis dans une école privée à 100%. Et l'enfant a commencé à trouver des 80%. Et puis, bon, ça m'a intéressé de faire les devoirs avec cet enfant-là. Quand l'enfant, je lui demandais, je posais beaucoup de questions, ou bien, comme je le fais souvent avec les enfants, et je voyais son niveau, non, il ne peut pas trouver ces points-là. C'est impossible. Et j'ai compris que, voilà, si on banalise l'éducation sur l'ensemble du pays, c'est vraiment chaotique, demain après demain. Parce que je vois même avec l'éducation, l'éducation d'après l'université, par exemple, où il y a vraiment un chaos dans les universités qu'on ne peut pas remarquer directement peut-être. Ou bien, bon, à l'université, on est éveillé, c'est vrai. Mais je me dis souvent, quand je rencontre par exemple les autres étudiants d'ailleurs, j'essaie de discuter de leur système éducatif et tout. Et c'est très différent. Je vois que plusieurs pays, même en Afrique, ont choisi de vraiment investir dans l'éducation, jusque dans les champs extérieurs. Il y a toujours des frais réservés à la recherche. Les frais réservés à la recherche, où j'ai rencontré plusieurs personnes me dire je suis chercheur en ça, je suis chercheur en ça. Et tu vas voir qu'il a été financé quelque part. Tu vas voir qu'on l'a envoyé, c'est son école qui l'a envoyé. Tu vas voir qu'il ne chôme pas, en tout cas, en tant que chercheur. Et je me dis que la notion d'éducation chez nous est vraiment banalisée. C'est un peu comme si on était des autodidactes. On était en train de s'auto-former. Parce que même si je suis en train de parler de l'éducation à l'école, il y a quand même des failles. Donc,
c'est ce que je disais. Donc, on a banalisé l'éducation. Il n'y a pas trop d'importance de l'éducation sur les bancs, de l'éducation de l'école. Et c'est comme ça. Et même les enfants eux-mêmes, ils ont commencé à banaliser l'éducation à l'école. Ils préfèrent aller être formés plus rapidement ailleurs. Ils préfèrent aller faire des formations. Ils préfèrent... et puis ça prend du temps souvent. Ils trouvent mieux d'aller se former ailleurs, de faire vite pour se former sur quelque chose. Et voilà, tout ça, ça fait partie de l'ensemble de la banalisation de l'éducation chez nous. Et voilà, je pense que si on minimise l'éducation sur l'ensemble du territoire congolais, en tout cas, ça va nous créer des chaos. Parce que je vois ailleurs, il y a... Donc, justement, à cause des recherches que je disais, il y a des chercheurs aussi scientifiques qui développent les idées. Même après l'université, ils cherchent, ils essaient de trouver une solution pour un tel problème. Et après, quand l'État tient compte de cela, tu vas voir que dans un tel domaine, le pays a été facilité. Dans un autre domaine, le pays a été facilité. Et c'est ça, l'ensemble de ça qui fait le développement. Mais si on se cherche au développement alors qu'on n'a pas placé, on ne s'est pas préparé pour ces développements-là, on n'y arrivera jamais. C'est impossible. Parce que moi, je parle de l'éducation en termes de préparation. Préparation de notre futur. Tout à l'heure, là, on parlait de plans d'un pays qui est déjà à 2050. Le pays a un plan pour 2050. Mais si, bon, je ne dis pas qu'on n'a pas un plan. Si on a un plan de 2050, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour que nous puissions arriver à ces 2050 étant déjà bien placés et tout? Je pense que c'est l'éducation. L'éducation devrait vraiment... même si on a ces plans-là, mais on ne répare pas l'éducation, nous n'allons pas y arriver. Je suis sûre que nous n'allons pas vraiment y arriver. Donc voilà, si on banalise l'éducation sur l'ensemble du pays, je pense qu'on n'ira pas très loin. Alors, Vanessa, on va essayer un peu de parler de ton projet Wanna Find Your Way. Oui. Tu peux essayer de nous expliquer un peu c'est quoi la vision derrière ces projets et comment tu penses que cela va contribuer à la vie des enfants, mais aussi à peut-être des familles. Wanna Find Your Way, c'est une organisation qui promeut l'éducation. J'ai envisagé cette idée parce que je me suis basée sur le fait que tous les enfants méritent d'être éduqués. Tous les enfants méritent d'avoir accès à l'éducation, peu importe leur origine, peu importe leur statut, peu importe ce qu'ils peuvent être. L'enfant mérite l'éducation. Et voilà, ces projets-là est venu quand j'ai beaucoup plus étudié dans le côté lac vert à l'Inigom. Et on voyait toujours les enfants accompagner leur maman au champ. On voyait toujours certains enfants qui n'étudiaient pas, ils sont dans le quartier, ça ne dérange personne. Mais entre-temps, quand tu les approches, tu te demandes pourquoi tu ne vas pas à l'école. L'enfant va te dire, bon, moi, ma mère m'a dit de garder l'enfant, par exemple. Je ne peux pas aller étudier avec l'enfant. Il y a d'autres, quand tu les demandes, il va te dire, bon, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. L'autre va te dire, on n'a pas de fourniture scolaire. Et voilà. Après, par l'aide des amis
qui s'était vraiment déjà impliqué dans, dans ces activités-là. J'ai approché l'école qui est dans le quartier Lac-Vert et j'ai demandé à combien remontent les frais scolaires, par exemple. À un moment, j'ai été choquée de savoir que c'est $1 par mois. Bon, je disais, ok, est-ce que c'est par manque d'argent que ces enfants ne vont pas à l'école? Ou si c'est par manque d'argent, bon, euh, est-ce que les parents sont motivés à envoyer ces enfants-là à l'école? À un moment, j'ai vu que dans les quartiers-là, euh, l'éducation vient en second plan. C'est ça le problème. Et voilà. Donc, moi, la fin du way, bon, c'est d'abord une structure. Bon, au départ, je ne voulais pas vraiment que ce soit une organisation, une structure et tout. Mais l'évolution des choses, je pense, j'ai vu que c'était important. Je voulais que ça reste soit une bourse, moi, la fin du way, ou bien juste un mouvement quelconque qui aide les enfants. Mais à un moment, il fallait qu'on s'organise. Et voilà, j'ai soutenu une fille et sa petite sœur à l'école parce qu'ils étaient vraiment démunis. Ils n'avaient pas de quoi payer, bien qu'ils avaient le courage, ils avaient déjà les uniformes et quelques cahiers, bien que les cartables ne sont pas toujours garantis. Elles partaient comme ça. Et quand j'ai rapproché le responsable de l'école, il m'a dit que ces enfants, en tout cas, elles sont intelligentes, mais elles n'ont pas de quoi payer. Voilà, j'ai commencé à les soutenir comme ça. Et c'est là que l'idée de mon enfant du Way a vraiment pris euh, sa place. Et on a continué comme ça. Cette année, nous avons une campagne qui est en cours où on veut soutenir d'autres enfants. Mais mon enfant du Way, c'est voilà, pour soutenir l'éducation sur tous les champs et pas seulement l'éducation de l'école. On voudrait accompagner les enfants, constituer une forme d'école d'après, d'école alternative pour ces enfants-là. Donc, on voudrait que les enfants puissent recevoir vraiment une éducation de qualité. Une chose qu'on ne va pas venir imposer à l'école, mais nous, on se charge de la suite. Donc, on paye pour les enfants, on les suit, on paye pour eux le frais scolaire, parce que c'est très nécessaire que les enfants puissent aller à l'école et recevoir la base. Mais nous, on les suit même après. On fait les suivis, on fait, on leur donne des petites formations, comme je venais de vous dire. L'éducation au banc de l'école ne suffit pas. Il faut d'autres choses complémentaires pour que l'enfant puisse avoir vraiment cette éducation de qualité. Il y a des gens qui m'ont partagé que les enfants soutenus, par exemple, ils ont eu des défauts. Après, ils ont commencé à déplacer les choses des gens. Ils ont commencé à tenir des discours pas très clairs. Alors nous, on voudrait suivre ces enfants. Bien qu'on paye pour eux, on leur assure la rentrée. Mais on ne les jette pas dans les mains de l'école juste comme ça et pas de suivi. On fait leur suivi et on leur outille avec d'autres notions pour qu'ils soient vraiment des citoyens assez forts et pour que demain après demain, ils puissent être vraiment cet avenir-là que l'on souhaite pour la RDC. Et l'organisation n'est pas internationale dans ce sens-là parce que moi, je préfère en tout cas guérir d'abord mon milieu ou guérir la RDC. Parce que souvent, on se pense à
à être international, agir dans les sphères vraiment internationales, pendant qu'on n'a pas fini le travail qu'on a commencé dans son pays. Et c'est ça le chaos. Si on veut être vraiment des personnes qui courent derrière le financement, derrière le... Bon, c'est vrai, il y a une partie plaidoyer. Voilà, il y a une partie plaidoyer, mais on reste sur le champ de la RDC parce que on ne prétend pas non plus remplacer les grandes organisations internationales qui œuvrent déjà ici dans notre pays. Mais on s'est dit que nous, en tant que citoyens, nous avons notre rôle à jouer en tant que Congolais, en tant que les personnes qui sont nées ici au Congo. Nous avons un grand rôle à jouer parce que on ne sait pas pourquoi nous sommes nés au Congo, à Goma et non pas ailleurs, on ne sait pas. Mais je pense que c'est pour des choses comme ça. Voilà. Donc, voilà. Si on veut vraiment qu'il y ait sur la scène internationale, que la RDC aussi puisse vraiment, vraiment avoir sa place, il faut miser sur l'éducation. Et ça ne concerne pas seulement l'État congolais. Je ne pense pas. Et ça ne concerne pas seulement l'UNICEF, par exemple. Non, je ne pense pas. Cela concerne tout le monde. Parce que l'éducation de qualité, comme on dit, c'est une éducation qui prend en compte les autres champs en dehors de l'éducation. Par exemple, les parents peuvent se dire ne sont pas acteurs de la paix ou bien artisans de la paix, comme on le dit. Bon, c'est un travail des personnes qui sont dans les ONG et tout. Mais ton enfant est là en même temps. Si tu veux vraiment voir la paix en RDC, il faut commencer par là. Si tu es une mère, tu es un père, alors contribue pour la paix en éduquant bien tes enfants. Il s'agit aussi de cette éducation. Si tu es leader communautaire, voilà, contribue à l'éducation aussi. Parce que il s'agit aussi de ça. L'éducation, c'est cette éducation-là que les enfants obtiennent, même dans la communauté, dans les quartiers et tout. Et voilà, bon, c'est un peu ça, parce qu'on peut penser que l'éducation, c'est juste étudier mathématiques, français, non. Mais l'éducation, c'est aussi cette éducation qu'on peut donner aux enfants pour qu'un jour ne puissent pas dire telle tribu me menace, telle tribu est derrière moi. Ou que l'enfant ne puisse pas tenir de discours disant voilà, je n'avance pas peut-être, je ne sais pas, à cause de mon voisin. Bon, des choses comme ça. Parce que l'enfant sera outillé. L'éducation qu'il a obtenue, c'est cette éducation-là que tu lui as dit non, ce n'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Ne tiens pas des discours de haine. Voilà, ce qu'il faut tenir, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a aussi un vide de ce côté-là. À part le vide qui est dans l'école, il y a aussi le vide qui est aussi en famille, parce que nous sommes contraints de travailler, d'aller au travail. On n'enseigne plus les enfants. Donc, chacun pour soi. Et c'est l'ensemble de tout ça qui fait le Congo, en fait. On ne va pas être étonné demain que l'enfant puisse tenir des discours de haine si on ne l'a pas dit à la maison, par exemple, de ne pas le faire. Parce qu'à l'école, c'est rare qu'on le dise. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, la fin du ouais, je voudrais capaciter quand même les enfants à être des acteurs de paix aussi, tout en étudiant. Parce que si on amène l'enfant à l'école, il étudie, ok. Mais après, il sait que, ok, moi, j'étudie pour me venger, par exemple, un jour. Tu ne seras en train de rien faire, en tout cas. Parce que le cycle de violence va continuer. Voilà. Alors, ça fait combien de temps que vous existez
Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'impact pour lequel on peut se dire vous vous sentez fier Mhm. actuellement. Du côté de Mona Find Your Way, je dirais que nous existons depuis 2022. Depuis 2022. Mais c'est après que les actions que nous sommes en train de développer. Donc, en tout cas, nous sommes. Donc, c'est comme j'ai dit au début, je n'ai pas voulu qu'on soit une organisation. Mais après, il a fallu qu'on s'organise après. Et voilà, l'après là, c'est aujourd'hui. Mm. Nous sommes en train de s'organiser. Par là, de l'impact, je dirais, ne sont pas encore à citer vraiment l'impact, à, à bien, à bien identifier l'impact, parce que les enfants qu'on a à soutenir sont encore à l'école. Et puis, euh, bon, bien que peut-être il y ait un peu d'impact chez eux, mais en termes d'organisation, je ne dirais pas que c'est ça. C'est qu'on veut Mm. vraiment, on voudrait que les enfants soient de plus en plus outillés et c'est après qu'on pourra établir un chiffre. Et quelles sont les difficultés actuellement dans la mise en œuvre de ces projets-là? Actuellement, les difficultés, bon, je ne dirais pas seulement pour moi, Find Your Way, mais pour d'autres initiatives. Actuellement, je pense que euh, c'est juste les moyens pour soutenir ces enfants-là. Bien qu'on s'est dit qu'on ne va pas régresser, même si on manque les moyens. Avec l'équipe, on peut se cotiser et voir comment est-ce qu'on peut bien mener l'action. Mais voilà, c'est ça. Les enfants ont besoin de plus que ce que nous prévoyons souvent. Et voilà, parce qu'il y a des soutiens sur tous les côtés, en tout cas. Il faut vraiment soutenir ces enfants-là. On s'est choisi une petite... bon, on peut se dire que on prend un petit nombre d'enfants pour se faciliter. Mais si on pouvait prendre encore plus que ça. Donc c'est ça la difficulté. Euh, on voudrait prendre un grand nombre d'enfants, mais on ne peut pas pour le moment. Oui. Alors, je ne sais pas si je peux poser cette question comme ça. Et tu es une jeune femme leader. Mhm. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est dans un environnement des hommes et tout ça. Mhm. Je ne sais pas si c'est une façon juste de dire ça. Mais ça fait quoi de mener ce genre d'action en étant jeune fille? On sait que, je sais pas si... En tout cas, donne-moi ton expérience par rapport à ça, Ok. étant une jeune fille et mener ces genres d'actions à un niveau peut-être beaucoup plus élevé. Mhm. Ça implique quoi pour toi? Oui. Bon, comme vous pouvez le deviner, c'est compliqué, c'est difficile. Euh, depuis, depuis que j'ai commencé euh, dans le monde du travail, euh, je me heurte toujours à plusieurs difficultés en tant que jeune fille. Il faut comprendre que le contexte de chez nous touche tout le monde, mais aux filles, ça touche encore plus beaucoup. Ça touche doublement, je peux dire. À part, euh, à part l'insécurité, tout ce que nous savons, il y a peut-être aussi les normes contre la jeune fille ou la femme qui continue d'exister, qu'on ne peut pas supprimer d'un coup. Et ça n'a pas vraiment été, ça n'a pas été facile
dans un monde totalement patriarcal, de travailler en tant que femme et tu as des ambitions, tu veux vraiment aller de l'avant, tu trouveras toujours quelque part où on te montrera ta place, où on te rappellera toujours ce que tu es. Donc, ce n'est pas facile. Mais moi, je pense qu'on ne devrait pas s'appuyer à ça. Le monde est patriarcal, mais il y a aussi d'autres hommes qui poussent les femmes de l'avant. Donc, et il y a aussi les hommes qui ne mettent pas en avance les genres. Donc, voilà, c'est ça. Comment toi, tu arrives à trouver ta place et inspirer d'autres jeunes filles? Euh, Comment j'arrive à trouver ma place? Je pense que, voilà, on parle de l'éducation. C'est ce qui m'a aussi permis de prendre ma place. Oui. Parce que si je suis vraiment motivée à ce que les jeunes filles aussi puissent avoir accès facile à l'éducation, c'est pour ça. Les filles sont confrontées à beaucoup de choses, à beaucoup de difficultés. Et voilà, j'ai eu à trouver ma place parce que j'ai bousculé avec l'éducation qui m'a aidée, avec l'éducation comme base. Ça m'a permis à trouver ma place parce que quand tu es dans un groupe de filles et de garçons, par exemple, et on cherche quelqu'un qui a vraiment des compétences ou bien qui s'y connaît dans quelque chose, et si tu t'y connais vraiment, voilà, tu pourras trouver ta place. Et si tu ne t'y connais pas, voilà, tu ne vas pas trouver ta place. Bon, c'est comme ça que j'ai toujours évolué. Et voilà. Bon, j'ai trouvé ma place tant de fois autour de au milieu des hommes parce que j'ai eu à connaître deux ou trois trucs d'avance ou bien de plus que eux ne connaissent pas peut-être. Mais voilà, c'est compliqué. C'est difficile pour plusieurs filles. À un moment, ça donne à, à être colérique peut-être au milieu du travail, à être, je ne sais pas. Bon, ça dépend aussi de comment est-ce que le milieu t'accueille, de la perception des hommes de ton milieu sur les genres. Et il y a quand même des hommes qui transcendent la notion des filles, garçons, qui transcendent ça et se focalisent sur les biens qui sont plus euh, importants. Donc, ce que tu as en toi, les talents, les compétences et tout. Et ils s'appuient sur ça. Et ils ne s'appuient pas carrément sur sur ce que tu es comme femme. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ma place. Mhm. Quand je connais, voilà, je trouve ma place plus facilement. Ça n'a pas toujours été facilité, si je peux dire ça. Ça n'a pas toujours été facilité. Euh, donc, voilà, c'est très complexe. Par exemple, quand tu occupes un poste de pouvoir, les hommes autour de toi qui sont complexés. Et bon, comme je venais de le dire, il y a ceux-là qui acceptent bien que tu sois une femme et que tu sois parmi les hommes et que tu occupes un poste d'autorité. Et les autres ne sont pas bien avec ça. Et donc tu trouveras toujours des difficultés, De résistance aussi. des résistances au milieu d'eux. Mais moi, je pense que il y a toujours une façon de contourner. Bon, si tu ne veux pas, si tu, si tu ne veux pas aussi créer la résistance, voilà, tu es libre de le faire. Mais il y a toujours une façon de contourner cela Est-ce que professionnellement. c'est quelque chose qui t'est arrivé et que tu as su
manager? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Et il faut comprendre, bon, c'est qu'on dit que être au milieu des hommes, c'est compliqué en tant que femme sur les choses qui concernent le travail. C'est vrai, mais c'est encore plus vrai quand tu occupes un poste de prise de décision. Voilà. C'est plus vivable, si je peux dire. C'est plus vivable. Et voilà, si tu n'es pas bien informé ou bien enseigné, ça peut te faire fondre dans la dépression et dans tout ça. Au-delà des problèmes qu'on peut avoir en tant que femme, tu peux fondre dans la dépression et t'oublier carrément. Mais voilà, heureusement que bon, je ne me vante pas. J'ai trouvé une très bonne formation. Dans le parcours, il y a quand même les gens qui m'ont aidé à apprendre beaucoup plus et à ne pas facilement tomber. Donc ça m'est arrivé. Je n'ai pas voulu créer la résistance et c'est par choix. Donc c'était par choix. Mais je dirais, ce n'est pas toujours bon de faire la résistance, si je peux le dire comme ça. Donc la résistance peut s'exprimer dans plusieurs façons. Et il faut toujours apprendre à avoir plus de connaissances sur la façon de faire. Oui. Je vois que tu puises un peu trop dans ta tête sur cette question-là. Oui. Ça a été quoi ta pire expérience? Genre, tu t'es dit, ça teste ma patience et ma sagesse. Bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a testé ma patience ou me faire arriver jusqu'à ce niveau-là. Mais bon, il y a... bon, si on veut vraiment te déstabiliser jusqu'à détruire le travail, c'est le cas que moi j'ai vu. Et entre moi et le travail, j'ai choisi le travail, que le travail puisse bien continuer. Et voilà. Ouais. C'était ça. Je ne dirais pas que c'est le sommet de difficultés que j'ai à trouver, non. Mais c'est parmi les exemples que je peux te donner. Donc, entre moi et le travail, si je vois que qu'on va me créer un frein jusqu'à détruire le travail, et voilà, j'ai choisi le travail. Ça veut dire quoi? J'ai choisi de me retirer pour privilégier le travail. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'on n'est pas indispensable. Oui. Parce que, bon, plusieurs choses, il y a des histoires autour du travail, des équipes et tout. Et voilà. Bon, c'est dans les ONG qu'il y a beaucoup plus de règlements et tout. Ça fait que, bon, quand vous voulez vous bousculer ou bien vous percuter, ça a toujours des issues de secours ou bien, je ne sais pas. Mais bon, dans nos simples organisations, souvent on n'établit pas, bon, on peut établir, mais on ne respecte pas trop. Alors, comme ici, des secours, il faut vraiment savoir quand est-ce qu'il faut privilégier le travail et non te privilégier toi. Dans le sens où, bon, je l'ai vu aussi dans les ONG, donc on privilège beaucoup plus le travail que les personnes au milieu d'un conflit. Il vaut mieux privilégier le travail que te privilégier toi-même. Donc, je ne sais pas si tu vas le comprendre, mais bon. C'est trop philosophique pour moi. Oui, c'est philosophique,
Mais pour couper court, je dirais que pour les femmes, c'est, c'est très difficile d'évoluer au milieu, euh, au milieu d'une équipe, surtout quand tu occupes le poste de pouvoir. On risque à croire que si tu deviens plus haut, tu vas rabaisser tu vas rabaisser peut-être les autres. Bon, c'est la peur en fait. Je pense que la peur qui nous anime, il y a un truc que on était en train de discuter avec les amis, Kwasiana. Donc le, c'est qu'il y a souvent dans notre société. On pense que tel va me faire du mal et on prend des dispositions pour que ça ne puisse pas arriver. On pense que tel, si tel est à tel poste, il va, il va me rabaisser et vite, vite là, on cherche comment déstabiliser tel. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour les femmes et même pour les hommes, ça arrive. Et bon, peu importe ce qui ça peut arriver, il faut juste avoir une issue de sortie. Et il faut y penser avant. Est-ce que tu penses que l'éducation de la jeune fille a un rôle à jouer euh, sur la transformation de la société de demain euh, au Congo ou la société en général? La société en général. Oui, je le pense vraiment. Je le pense vraiment parce que quand une jeune fille est formée, ou quand la femme est formée à étudier, vous voyez toujours que, bon, je pense que, bon, il y a des gens qui se plaignent pour dire que pourquoi on associe toujours la femme avec la famille. Mm. Bon, je pense que la femme est porteuse de la famille et on ne va pas nier cette réalité. Mais quand la femme est vraiment éduquée, tu vas voir que la famille est stable. Et la société commence par la famille. Il n'y a pas de société sans plusieurs familles. Donc, c'est là le rôle de la femme. C'est là le rôle de la femme. On peut construire toute une communauté quand la femme est éduquée. Et quand la femme exprime cette éducation-là à son entourage. C'est ça le rôle de la femme. Oui. Wow. Et nous, moi, je pense que nous vivons une société où il y a plusieurs divorces. Est-ce que c'est dû au manque d'éducation? Hmm, non, je ne pense pas. Bon, le divorce, c'est un champ vraiment très large et on ne connaîtra jamais la raison. Mm. Voilà, c'est les couples, ou bien personnellement. Souvent, personnellement, on peut connaître la raison et l'autre ne sait pas, mais vous divorcez quand même. Mm. Vous pouvez connaître tous la raison et vous divorcez. Donc, je pense que c'est un champ vraiment très large. Et je ne pense pas que c'est à cause de l'éducation. Non, ce n'est pas à cause de l'éducation. Euh, je ne pense pas en tout cas. Oui. Oui, parce que ça m'interpelle quand tu dis que la société, c'est l'ensemble de plusieurs familles. Mhm. Et pourtant, au fur et à mesure qu'on avance, il y a plusieurs familles qui n'existent plus. Il n'existe plus. C'est compliqué aussi. Je crois que ça, c'est peut-être une discussion pour... Oui, vous pouvez avoir raison. Il y a des divorces qui se multiplient malgré l'éducation du couple, la femme ainsi que l'homme. La femme peut être éduquée, l'homme n'est pas éduqué, l'homme peut être éduqué, la femme n'est pas éduquée. Donc voilà, ça. En tout cas, c'est comme je vous ai dit, c'est unipersonnel et c'est un peu difficile de savoir la raison. Et la femme est bien sûr au milieu de la famille. Et, et donc, j'ai donné cet exemple-là pour montrer que la femme a quand même un champ d'action dans la communauté, qu'elle peut vraiment exploiter
à sa guise. Donc, la femme est dans la communauté. Éduquer la femme aussi revient à ne pas la discriminer aussi, comme il a été dans l'ancien temps. La femme, il n'y a que 60 ans que les femmes ont commencé à étudier, si je compte bien. Donc, voilà, ça revient. Donc, quand on met toujours la femme au premier lieu, quand il s'agit de l'éducation, c'est pour couvrir ces vides-là. Bon, comme les gens disent que la femme n'est pas allée à l'école bien avant, alors on ne devrait pas non plus discriminer la femme sur la scène de l'éducation. Et je pense, oui, on ne devrait pas. Mais aussi, quand on éduque la femme, ça, quand une société est que des hommes éduqués, ce n'est pas à notre avantage. Mais s'il y a aussi les femmes qui sont éduquées, voilà, ça va. C'est à notre avantage, c'est à l'avantage de l'éducation, de toute la nation. Voilà. Je crois que, bon, je sais que tu as eu à vraiment beaucoup te déplacer dans plusieurs pays en Afrique. Qu'est-ce qui donne espoir quand tu regardes la nouvelle génération des leaders africains, peut-être aussi congolais? Il faut savoir que notre réalité et la réalité de tous les pays africains n'est pas tellement différente. Mais je vois l'espoir dans le sens que les jeunes cherchent à tout prix à trouver des solutions. Les jeunes veulent encore travailler pour booster les choses en Afrique. Et c'est ça l'espoir en tout cas que j'ai eu à remarquer. Mais aussi j'ai vu que les jeunes d'ailleurs, ils sont... bon, pas tous les pays, c'est juste certains pays qui privilègent la participation des jeunes dans à l'international ou bien dans les nationales. Et j'ai remarqué en tout cas qu'il faut vraiment une très grande préparation. Une très grande préparation des... Bon, je ne sais pas pourquoi. Souvent, mes réflexions reviennent toujours aux enfants. Mais les jeunes, ils veulent chercher vraiment la solution sur tout ce qu'il y a comme chaos. Et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas plus d'ici de ces cours avec les armes dans les prochains jours. Il y aura plus les dialogues et tout, parce que les jeunes, j'ai remarqué que l'ensemble de la jeunesse africaine est orientée de telle manière. Parce que de toutes les façons, d'une autre, la guerre a une fin. Et la guerre n'apporte pas toujours solution à tout. Donc, j'ai espoir vraiment à la jeunesse africaine, avec le peu que j'ai eu à voir. Et je sais que nous avons vraiment besoin d'outiller les enfants, parce que les enfants deviennent les jeunes deviennent les hommes politiques, et qui décident vraiment en grande partie de ce qu'est l'Afrique et de ce qu'est le pays. Donc voilà, les jeunes, donc ce qui fait la différence avec nous, je ne peux pas vraiment l'établir. Je ne peux pas établir cette différence. Mais j'ai vu que, bon, c'est comment est-ce que le pays est dirigé ou bien le pays est orienté que la jeunesse a son mot à dire ou pas. Donc, je pense que c'est ça. Ouais. Alors, si tu avais une sorte de baguette magique, bien sûr, on a parlé de beaucoup de choses. Si tu avais une sorte de baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dès demain matin dans le système éducatif au Congo? Dans le système éducatif au Congo, d'abord, la première des choses que je ferais, c'est que tous les enfants puissent participer à l'éducation. Et voilà. C'est ça la première des choses.
à la vraie éducation, la bonne éducation qu'il faut. Pas l'éducation en partie, pas l'éducation, donc, que les enfants puissent vraiment avoir accès à l'éducation sur toute l'étendue du pays. Tous sans exception. Oui. Et comment tu vois ton projet d'ici 5 ans, 10 ans à Wanna Find Your Way? À Wanna Find Your Way, je vois plusieurs enfants soutenus, plusieurs enfants retrouver le chemin de l'école, pas en pensant que c'est un second plan, mais en sachant que je vais faire quelque chose qui va aider mon pays après. Donc, plusieurs enfants soutenus et retournés à l'école. Et plusieurs enfants qui auront appris à reconstruire la paix. Surtout, bon, parce que moi, la fin de en tout cas, c'est l'éducation et la paix. Ça va de pair. Ça va de pair et c'est pour limiter en tout cas ces cycles de violence. On ne prétend pas être vraiment très fort pour faire que tous les enfants soient comme ça, mais on fera avec ce qu'on aura. Alors, peut-être pour finir, si on prenait ces micros, on l'amenait dehors pour parler à tous les jeunes, tous rassemblés, oui. Qu'est-ce que tu leur dirais? À tous les jeunes, je dirais de reconstruire, de faire tout pour aider à la reconstruction de la paix. À ne pas peut-être à tout moment retourner en arrière. Et parce que si on s'est dit qu'on va se venger, si on s'est dit qu'on va faire ceci ou cela parce qu'on a connu telle chose, c'est vrai que c'est difficile pour certains de vivre tout ce qu'ils ont vécu, mais essayons d'aller de l'avant, de reconstruire le pays et de miser vraiment sur la paix. Donc, c'est ça. C'est ce que je dirais. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Qu'est-ce qu'ils peuvent le faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Ce qu'ils peuvent faire. Disons, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement Okay. pour mettre la main sur la paix, sur la reconstruction? Ce que nous pouvons faire, c'est de nous savoir aussi acteurs de la paix, mais aussi dans l'éducation. Il faut savoir que nous sommes tous concernés. Si on veut que la communauté ne puisse pas sombrer dans la violence, on doit se sentir concerné à faire une ou telle autre chose. Parce que nous tous, on a quelque chose en main qu'on peut utiliser pour ça. Voilà, je prends par exemple l'enseignant ou chauffeur de bus. Ou je pense qu'on a toujours un moyen de faire à ce que la paix puisse régner, ou bien de faire à ce que qu'on retrouve cette cohabitation pacifique, qu'on retrouve notre vivre ensemble, bien que ça ne se construit pas en une minute, mais les petits pas qu'on fait, c'est ce qui est important. Et le petit pas que moi je peux faire, c'est de soutenir d'abord les enfants que je peux soutenir avec les moyens que j'ai. Et quelqu'un d'autre peut faire ce qu'il a à faire avec les moyens qu'il a en main, pourvu que nous puissions contribuer à cette paix. Oui. En tout cas, merci beaucoup Vanessa pour cette discussion. Je crois que vraiment tu mérites beaucoup de force pour le combat que tu mènes pour les enfants. C'est vraiment très rare de voir une jeune comme toi se battre pour les enfants, surtout pour l'éducation. Et moi, je l'ai dit toujours, il n'y a pas de raccourci si on veut vraiment aller de l'avant dans la vie. C'est l'éducation ou rien. C'est savoir
avoir des compétences ou rien. Même, je peux dire c'est divin. Hein. C'est quelque chose qui vient même de l'époque de la création. Avant de mettre l'homme sur la terre, on l'a quand même éduqué sur ce qu'il va trouver. Oui. Ça, La préparation. Ouais. Ça, c'est les lions, les chiens, le porc, je sais pas. Va et devient leader. C'était l'éducation. Et ça commence de les bas âge. Donc, les parents, les frères, on doit miser sur l'éducation des plus petits si on veut avoir une société qui est différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Et de nous-mêmes, nous éduquer sur certaines choses, sur les notions de la paix, sur les notions de la réconciliation, surtout les discours des haines, ça ne nous arrange pas. En tout cas. La vengeance et tout, ça ne nous amène nulle part. Donc, merci beaucoup pour cet échange. C'était très, très bénéfique. Pour moi, personnellement, j'ai appris pas mal de choses sur votre sagesse et votre expérience. Alors, pour la communauté du NNP Podcast, on s'est dit à la semaine prochaine. Surtout, si vous pensez qu'il y a une personne dans votre entourage, dans votre cercle, qui doit nécessairement écouter, vraiment apprendre de la sagesse de Vanessa, n'hésitez pas à lui envoyer les liens pour qu'il tire 2 ou 3 choses de cet épisode. On s'est dit à la semaine prochaine.